Donc dans cette vidéo qui va être plutôt théorique, je vous propose donc de partir à l'aventure pour découvrir le cerveau des personnes hautement sensibles, notamment au travers donc d'études, de recherches sur les neurosciences. On va essayer donc à la fois de comprendre les caractéristiques et puis aussi comment dans les manifestations, dans les réactions de notre vie de tous les jours, cela finalement peut se traduire. Si vous voulez savoir si vous êtes une personne hautement sensible, je vous invite à aller sur mon site internet où j'ai mis en fait un test qui n'est pas normé, mais qui permet quand même d'avoir une évaluation de votre sensibilité. Donc vous le trouvez dans ma rubrique blog, donc sur www.lesateliersdaudevalérie.fr. Et si vous voulez également donc plutôt des témoignages, des exercices, des études de cas pratiques, vous les trouverez donc sur ma chaîne YouTube et mon podcast Les Ateliers d'Aude Valérie. Donc dans un premier temps, pour poser un cadre donc sur la haute sensibilité, je rappelle juste d'après le Larousse qu'en fait elle est définie finalement comme une sensibilité qui va être plus haute, des fois extrême ou excessive par rapport à une norme. Et donc reste à comprendre justement ce que sous-entend finalement cette extrême, cette hypersensibilité qui en fait est finalement un qualificatif qui dépend à la fois de critères personnels mais également socioculturels, qui peut donc varier d'une personne à l'autre, du contexte, mais également d'un groupe à l'autre et également aussi d'une époque à l'autre. Donc on va voir ici qu'en fait la haute sensibilité c'est une réalité neurophysiologique, à savoir qu'elle est dépendante de la physiologie du cerveau et des cellules nerveuses. Donc ce que je peux dire dans mon témoignage, dans mon expérience de vie et dans ce que je peux entendre justement chez les personnes que j'accompagne, c'est que c'est finalement une autre façon d'être au monde, de ressentir le monde, où on va avoir finalement des sensations, des émotions, des pensées qui vont être beaucoup plus intenses, beaucoup plus nombreuses que pour une personne lambda. Ainsi, en fait, la haute sensibilité, elle représente une sensibilité donc plus forte que la moyenne aux impressions et aux stimuli du monde extérieur, qui conduit aussi à une amplification des ressentis et de leurs conséquences. Donc je tiens aussi à préciser qu'elle peut être complètement accueillie dans notre personnalité, qu'on peut vivre de façon tout à fait sereine avec cette caractéristique, tout simplement déjà en apprenant à se connaître. Et là-dessus, je voulais en fait vous citer aussi une phrase de Carl Gustav Jung, qui a été un psychanalyste donc, qui a travaillé au siècle dernier, qui était également une personne hautement sensible et qui l'a décrit de cette façon. Donc c'est un caractère enrichissant qu'on ne peut pas considérer en lui-même comme pathologique, ou alors il faudrait faire de même avec presque un quart de l'humanité. Donc on sait à peu près maintenant au niveau des chiffres, des dernières études qui sont faites, donc on aurait plutôt tendance à avoir 30% de la population donc, mondiale, hein, toute culture confondue, qui serait en fait susceptible d'être dans cette haute sensibilité. Alors, nous allons tout d'abord voir donc les principales origines et les caractéristiques. Alors, il y a eu des études qui ont été faites à l'université de Stony Brook à New York, où en fait on a présenté donc différentes images, différents stimuli à des populations donc de personnes dites hautement sensibles comparées à des populations dites plutôt normaux-pensantes, et on a regardé donc les images, notamment par imagerie IRM, pour voir les différentes zones du cerveau qui pouvaient être plus ou moins activées, plus ou moins sollicitées. Et donc, il y a plusieurs différences qui ont été constatées. Tout d'abord, au niveau de l'amygdale. Donc, l'amygdale cérébrale, en fait, va jouer un rôle dans la perception, la mémorisation des émotions, ainsi que dans le développement des comportements sociaux. C'est également une zone de notre cerveau qui est responsable de la production de cortisol. Donc c'est vraiment cette hormone de stress, quand on va avoir vraiment des peurs extrêmes, des angoisses de survie, de vie, de peur, de mort, qui vont se manifester. Et donc cette zone, chez les personnes hautement sensibles, va être beaucoup plus justement sujette à des manifestations physiologiques et des réactions biochimiques plus importantes, puisqu'il y a également beaucoup plus de stress qui s'exprime chez les personnes hautement sensibles.
Le cervelet. Donc le cervelet, lui, joue un rôle dans la coordination des fonctions motrices ainsi que dans la modulation et l'intégration sensorielle. C'est la partie de notre cerveau qui va moduler les perceptions sensorielles qui présentent des anomalies. Et dans les caractéristiques des personnes hautement sensibles, on va justement avoir des fois une hypersensorialité, c'est-à-dire d'être gêné par des stimuli lumineux, sonores, olfactifs, etc. Tous les sens qui peuvent être exacerbés. Et donc cette capacité justement aussi des fois de trouver de l'information, de lire entre les lignes sur des choses qui font partie en fait d'un environnement assez subtil où on va capter, en fait on va rentrer dans un réseau d'informations où on va avoir donc des informations en fait de ce type-là en grand nombre, de grande nature, et ça peut vraiment engendrer justement une saturation au niveau de cette partie de notre cerveau. Ensuite, on va avoir le cortex frontal. Donc, ces chercheurs ont montré justement que le cortex frontal était vraiment beaucoup plus activé chez les personnes hautement sensibles. Donc lui, son rôle, c'est donc dans le contrôle exécutif, la capacité de programmer, de réguler des actions, des pensées. Ce sont des fonctions en fait exécutives qui permettent de prendre des décisions, de planifier, de coordonner plusieurs actions. Donc je ne dis pas que par exemple le phénomène de prise de décision va être aisé pour les personnes hautement sensibles. En tout cas, cette zone du cerveau va être fortement challengée, fortement mobilisée, parce qu'il va y avoir justement, on le reverra tout à l'heure, un mode de fonctionnement particulier pour aller rechercher des solutions, des informations, les traiter en fait en profondeur. Et là aussi, ça peut engendrer vraiment une surefficience mentale, le fait d'être tout le temps dans l'analyse, l'observation de ses propres pensées en fait. Et donc un autre point important qui a été constaté, c'est une différence dans le système des neurones miroirs. Donc ce système en fait joue un rôle notamment dans l'imitation, dans l'empathie, dans la compréhension des actions d'autrui. C'est-à-dire c'est pour les personnes hautement sensibles cette capacité finalement, cet effet miroir d'arriver à identifier, à traiter, à capter en fait des émotions chez autrui, des informations, des pensées chez la personne avec qui il parle, de pouvoir se mettre à la place en fait. Donc une capacité en fait d'empathie qui va être assez importante. Donc la dernière partie, pareil, qui a été donc fortement étudiée au niveau des chercheurs de cette même université, c'est en fait au niveau de l'insula. Donc l'insula, c'est une petite structure cérébrale qui est logée en fait très profondément dans notre cerveau. Elle est située dans le cortex insulaire, elle est liée au système limbique. Et donc en fait pour ces chercheurs, ils ont surnommé l'insula le siège de la conscience. Puisqu'en fait elle réunit la majeure partie de nos pensées, de nos intuitions, de nos sentiments et autres perceptions de tout ce que l'on peut vivre. Et donc cette structure sera là aussi beaucoup plus active chez les personnes hautement sensibles que celles qui ne le sont pas. Donc on comprend bien déjà avec le descriptif un petit peu de ces caractéristiques que les personnes hautement sensibles ont finalement de façon certaine une autre façon de ressentir par les sens, de percevoir, de comprendre, d'analyser le monde, et le système finalement neurosensoriel semble beaucoup plus actif notamment dans certaines zones que par rapport à d'autres personnes. Alors nous allons voir maintenant comment s'expriment ces différentes caractéristiques sur les réactions, sur le mode de fonctionnement des personnes hautement sensibles dans leur vie de tous les jours. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà encore, c'est un autre type de circuit qu'on appelle le circuit de la récompense. Donc ce circuit, en fait, il existe dans notre cerveau dès la naissance. Ça correspond en fait au centre notamment d'apprentissage et aussi du plaisir, du désir. Donc ce sont des régions du cerveau qui sont interconnectées entre elles et qui forment en fait ce que l'on appelle aussi le circuit de la récompense. Et donc l'absence en fait de mise en œuvre du circuit de la récompense va au contraire bien sûr donner une connotation plutôt négative à nos actes, à nos comportements. Et donc en corrélation, il y a le circuit plutôt de la punition qui est constitué par les mêmes centres qui marchent un petit peu de façon inversée. On peut dire que le circuit de la récompense ainsi que celui de la punition fournissent la motivation nécessaire à la plupart de nos comportements.
complexe. Donc vous les voyez en fait illustrés dans différents types de schémas. Ce que l'on sait, c'est que il y a différents types d'hormones, hein, parce que c'est des mécanismes biochimiques derrière, notamment l'hormone du plaisir qui va correspondre à la dopamine, qui peut être sécrétée donc justement par ce circuit de la récompense. Alors la particularité pour les personnes hautement sensibles, pour ce circuit de la récompense, c'est qu'en fait, il ne va pas y avoir du tout les mêmes enjeux, les mêmes envies finalement de découvrir certaines questions liées à l'existence, puisque les personnes hautement sensibles sont justement très intéressés pour tout ce qui est question existentielle. Donc les notions de mort, de vie, de liberté, d'amour, etc. sont des thèmes vraiment qu'ils ont à cœur et à cœur de partager. Donc c'est pour ça que souvent les discussions banales peuvent vite en fait les ennuyer, puisque le circuit de la récompense n'est dans ce cas-là pas activé. Et ce n'est bien sûr pas la faute de l'autre personne en face, mais tout simplement parce qu'en fait la personne hypersensible va se ressentir en fait un petit peu à part, isolée, et que son activité donc cérébrale en fait bouillonnante va aussi la pousser à chercher justement des personnes avec qui échanger de façon intellectuelle, de façon émotionnelle, sensorielle, intense, pour pouvoir justement avoir cette dopamine qui puisse en fait s'activer finalement dans leur cerveau et porter donc justement intérêt dans l'autre personne en face. Alors, autre caractéristique pour les personnes hautement sensibles, c'est le mode de pensée en arborescence. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a par exemple une question ou une recherche de solution, la personne hautement sensible, elle va en fait rechercher, va diriger son attention, sa réflexion dans plusieurs directions. Elle n'est pas linéaire en fait, hein, elle est divergente en fait, comme les racines d'un arbre. Et donc aussi, le cerveau, il va fonctionner beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire que les connexions neuronales se font de façon beaucoup plus rapide, de façon décuplée. Et donc on a bien justement ce phénomène d'hyperactivité mentale, de surefficience qui se met en place. À savoir aussi que les personnes hautement sensibles pensent souvent en images ou en symboles, alors que la plupart des personnes pensent généralement de façon verbale. Penser verbalement, en fait, ça veut dire que ce sont d'abord des mots qui défilent. Les images ne viennent illustrer la pensée que par la suite. Ainsi, un penseur verbal génère environ 2 mots par seconde, alors qu'un penseur imaginatif qui va travailler en arborescence peut générer jusqu'à 32 images par seconde. Alors, leur cerveau fonctionne davantage sur l'hémisphère droit, ce qui en fait plutôt des personnes donc, extrêmement empathiques, intuitives, créatives. Donc la capacité de traiter l'information, elle est plus importante que la moyenne, notamment le fait de percevoir des subtilités dans l'environnement. L'hémisphère gauche, donc on sait qu'il est plutôt associé à la logique, au langage, à la pensée analytique. Donc là, il va aussi exceller, mais plutôt dans ce qui est abstraction, symbolique. Dans ce qui va être parole, écriture. Parfois, ça peut aller dans le côté scientifique, le côté mathématique, arithmétique. Bien sûr, donc le mode de pensée cerveau-gauche, c'est plutôt en fait linéaire, c'est-à-dire ça se passe suivant un certain ordre. Par exemple, hein, justement, c'est pour ça que je parlais un petit peu des mathématiques, mais il y a également eu des chercheurs, des mathématiciens, des personnes qui ont été des vrais inventeurs, comme par exemple Albert Einstein, qui avait un mode de pensée justement en fait en arborescence. Donc dans ce côté surefficient, hein, c'est vraiment cette perception, en fait, cette compréhension du monde d'une manière certainement plus globale, puisqu'on va avoir cette arborescence qui permet aussi d'aller toucher, d'aller contacter des solutions complètement diverses et variées qui des fois, a priori, n'ont pas forcément de lien entre elles pour la plupart des personnes. Et donc on a vu que ça passait vraiment par des modes de fonctionnement, des mécanismes au niveau de notre système nerveux, et également que ça va avoir des impacts au niveau des réactions émotionnelles complètement en fait différentes.
Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Donc, je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ma chaîne YouTube. J'accompagne donc également les personnes en individuel par coaching, utilisant aussi d'autres méthodes de libération émotionnelle comme l'hypnose. Je suis basée à Rennes, mais le travail, l'accompagnement est tout à fait possible également à distance par visio. Et donc, si vous souhaitez passer ce test sur votre sensibilité, donc n'hésitez pas à vous rendre sur mon blog. Je me réjouis si vous avez également des commentaires, des questions m'envoyer, à me contacter directement ou à les poster en fait sous cette vidéo. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt.